je m'appelle Sonia Luang, donc je viens de Lausanne, mais pas de la Suisse, Lausanne-Beaujolais, donc centre-ville Franche et Lyon. C'est souvent le souci, je sais que vous attendez avec impatience rien qu'un petit message de réconfort. Alors, je fais au maximum ce que je peux, mais sachez aussi que ça ne vient pas que de moi. L'entité souvent choisit de venir avec le médium qui a envie de parler. Il faut savoir que voilà, ils choisissent et aussi sont occupés de l'autre côté. Alors, donc, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas aujourd'hui vous parler ou que je ne les aurai pas. Ce n'est pas parce qu'ils vous boudent, donc c'est juste parce que généralement ils sont occupés. Voilà. Alors au niveau de la présentation, ça a été fait. Voilà, je viens de Lausanne, du côté de Lyon. On va dire que de toute façon, au niveau de la présentation, elle va être faite dans mon petit parcours dont je suis obligée de vous raconter par rapport aux enfants gisants. Alors le titre, évidemment, existe déjà. Vous avez déjà dû vous renseigner, ou pour ceux qui connaissent un petit peu. Ceux que ça ne parle pas, en fait, les enfants gisants, c'est le titre d'un livre. Ça, je tiens vraiment à le dire, du docteur Salomon. D'accord, ça ne vient pas de moi, je ne l'ai pas inventé, je ne suis pas médecin, je suis juste médium. Et ni thérapeute, parce que c'est vrai qu'on peut vite partir dans la psychogénéalogie avec ce genre de problématique, si je puis dire. Non, je ne vais pas m'étaler là-dessus. J'ai quelques petites connaissances grâce à justement des amis thérapeutes autour de moi qui ont pu m'aider. Parce que moi, j'en suis une d'enfant gisant, justement, je vais vous raconter mon histoire. Mais je ne vais pas m'étaler, évidemment, sur tout ce qui est psychogénéalogie. Voilà, je ne veux pas aller dans un domaine où je pourrais m'y perdre, je n'ai pas les capacités, tout simplement. Voilà. Alors, on va commencer par le début. Donc, je vais vous raconter une histoire qui est la mienne, ainsi que celle de mes parents. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'enfant gisant, c'est un enfant qui naît après le deuil d'un autre enfant dans la famille. C'est valable aussi pour les fausses couches, pour ceux qui se posent la question. Donc, l'enfant qui naît après est un enfant gisant. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est un enfant gisant, finalement, ce terme un petit peu moyenâgeux, justement, qu'on m'a fait dire. Oui, c'est vrai que ça paraît moyenâgeux. Bon, on y viendra dans la seconde partie de la conférence. Aujourd'hui, on va commencer par le début pour que vous puissiez comprendre ce que c'est un enfant gisant exactement. Donc, tout a démarré dans les années 70 en Lorraine, où mes parents vivaient. D'accord. Souvent, quand je parle de cette histoire, ça évoque un film, je vous dirai après. Les gens me disent « Ah, mais ça me rappelle un film ». Effectivement, c'est vraiment un film, cette histoire. On pourrait en faire un d'ailleurs. Donc, mes parents, comme tous les parents respectables, donc ils avaient 4 enfants. Dans une maison toute simple, en Lorraine, je ne sais pas si vous imaginez, il fait froid. Donc, c'est un coin assez perdu entre la frontière allemande et la frontière luxembourgeoise, on peut dire. Voilà, pour vous situer. Hein, je vais quand même. C'est comme si on rentrait dans une petite histoire, voilà, et puis il faut quand même que je vous donne l'endroit. Bon, je ne vous donnerai pas le nom de la ville parce que vous ne comprendrez pas, c'est un nom tellement allemand. Même moi, j'aimerais pu le dire. Voilà, en fait, mes parents, donc ces 4 enfants, ce sont mes frères et sœurs, vous avez bien compris, hein, dès le début, voilà, moi je suis arrivée après ces enfants, mais je vous expliquerai pourquoi. En fait, ces 4 enfants ont l'âge un après l'autre de 10, donc on redescend voilà, jusqu'au plus petit. Donc ils avaient qu'un an d'écart environ, et puis mes parents ont décidé finalement jamais de les laisser seuls, ces enfants, avec ma grand-mère. Bon, ils étaient tout le temps à la maison, ce n'étaient pas des parents qui aimaient sortir, qui aimaient aller dans les balles, ou qui aimaient les laisser. Bon. Mais c'était le jour de la fête des pères. Alors, le jour de la fête des pères, il y avait un petit bal de village, dans le coin, et ils se sont dit, ben, pourquoi pas pour une fois les laisser à mamie. Et puis, on va sortir un petit peu, c'est quand même la fête des pères, il y a la famille, il y a nos frères, nos sœurs, on va s'amuser un petit peu. Et malheureusement, dans cette malheureuse histoire, c'est que quand ils sont rentrés le soir vers minuit, il y avait donc la police, les pompiers, et la maison est partie en feu, avec ma grand-mère et mes 4 frères et sœurs. Voilà. Ah oui, je vous avoue que c'est glauque, je démarre dur, hein, je sais que ça peut plomber un peu l'ambiance, mais on est obligé de passer par là justement pour que je puisse continuer après et vous expliquer la suite.
Donc, évidemment, c'était en 1974, les enquêtes ne sont pas comme aujourd'hui, elles sont quand même un peu plus bâclées. Donc, il y a eu une enquête, ils ont vérifié par où le feu aurait pu se propager. Bon, il faut savoir que les 4 enfants sont morts étouffés, hein, donc on les a retrouvés, les corps intacts. C'est déjà ça, si je puis dire, pour les parents. Hein, voilà. Donc, au niveau de la reconnaissance. Donc, bon, les parents détruits. D'accord, des parents complètement anéantis, il ne leur reste plus rien, c'est-à-dire plus de maison, plus d'enfants, et surtout plus d'enfants, et plus de maman, parce que c'était la maman de ma maman. Et donc, tout est parti en fumée, le 16 juin, le jour de la fête des pères. Vous voyez, ça, c'est quand même une sacrée preuve dans la vie. Hein. On a même l'impression que c'est une punition quand on le voit comme ça. Donc, il a fallu se reconstruire. Ils ont quitté le village pour aller du côté de Metz. Et donc, ils ont reconstruit leur vie petit à petit, sans aide psychologique. Parce qu'à l'époque, bon, ben voilà, on avance comme ça, on se débrouille. Pas de psy, personne, voilà, livrés à eux-mêmes. Donc, vous imaginez bien des parents qui ont une grande force intérieure pour pouvoir survivre à ça, de se dire il faut avancer, il faut se reconstruire, d'accord, sans aide psychologique et sans argent. Donc mon papa, il a dû retravailler, trouver un poste ailleurs, se reconstruire, trouver un appartement, enfin, ça a été bon. Tout un bazar, si je puis dire. Et puis dans l'idée, c'était finalement d'avoir un autre enfant. Et assez rapidement, pourquoi? Parce que ma maman avait déjà 40 ans et elle avait des problèmes de cœur et de rein. Donc, le médecin lui a dit, c'est maintenant ou jamais, si vous décidez d'avoir un autre enfant. Bon, la décision n'a pas tardé, hein, donc je suis arrivée 1 an après. Donc, cette histoire fait que pendant que maman était enceinte de moi, elle était en deuil. D'où j'ai bien ma place en tant que médium aujourd'hui. Vous allez sourire, vous allez me dire, mais elle est vraiment mon truc. Donc, oui, voilà. Donc, vous imaginez bien que pour l'enfant, en tout cas, déjà, quand un parent n'a pas fait en plus de deuil, parce que ce n'était pas possible, il n'y a pas eu de cellules psychologiques, il n'y a pas eu de soutien, ils étaient livrés eux-mêmes tous les deux. Comment faire? Donc, ce sont des parents un petit peu dans le déni aussi. Donc, bon, ben, on avance, mais ce n'est pas réparé. Et c'est quelque chose qui ne se répare jamais, quoi qu'il en soit, même si on est accompagné. S'il y a des parents endeuillés, bon ben voilà, vous savez de quoi je parle. Et donc je suis arrivée peu de temps après. Et évidemment, il faut savoir aussi une chose, vous allez vous dire, oh là là, la pauvre, elle a baigné dans ça, dans des parents qui étaient vraiment malheureux, qui étaient endeuillés, Et oui, c'est vrai. Il y a une part de nous, psychologiquement, où on aura, c'est ça la deuxième partie où je vous expliquerai, qu'on a des problèmes parfois psychologiques, il faut le dire, troubles du comportement, ça peut aller jusque-là, pour certains, parce que tout dépend du degré du gisant. Hein. Ça peut être aussi que physique, ce qui a été plus mon cas, ça a été vraiment physique. Je vous expliquerai pourquoi après, et le docteur Salomon en parle bien dans son livre aussi de tout ça. Alors, en fait, tout a continué, voilà. Je suis arrivée, donc une enfant à part, hein, pour vous dire que voilà, on est préparé psychologiquement de l'autre côté. Psychologiquement, j'aime bien parce que quelque part, on nous prépare, on est des enfants préparés à ça. On choisit nos familles aussi, hein, ça on a dû vous le dire et vous le redire par d'autres médiums. Donc, j'ai choisi cette famille, j'ai choisi de vivre cette mission aussi lourde qu'elle a pu être pour mes épaules, quelque part, parce que tout au long de mon enfance, j'ai eu la sensation de porter mes parents, que la thérapeute et la psy, c'était moi. En toute humilité, je vous dis ça. Mais j'ai eu la sensation, sans le savoir en plus, j'ai eu la sensation de porter mes parents. Mais je ne l'ai pas su tout de suite. Je l'ai su qu'à l'âge de mes 7 ans. Alors, il faut remonter un petit peu avant, entre 5 et 7. Il faut savoir qu'entre l'âge de mes 5 ans, j'ai eu des manifestations déjà médiumniques. Pas toujours sympathiques, hein. Souvent les médiums me disent hein, que quand on démarre, on commence à voir des choses un peu glauques, des choses un petit peu bizarres, comme on peut voir des entités en aide, celles qui ont besoin d'être aidées, ou de belles entités, voilà, on voit un peu tout, hein, c'est pour tout l'être, hein, comme je dis.
Donc voilà, je démarrais déjà avec cette médiumnité qui était là en plus. Mais sans le savoir, une enfant à 5-6 ans, elle va se dire, voilà, c'est normal. Et puis quand on commence à dire aux parents, bon, bah, j'ai un copain imaginaire, oui, oui, c'est bien. Voilà. Donc des parents hyper protecteurs. D'accord? Vous imaginez bien, le seul enfant qui reste, c'est la surprotection. Des parents aimants. C'est vrai que de ce côté-là, je manquais de rien, mais un grand vide intérieur, de ma part, et de leur part, évidemment. Eux, le vide long. Et il y a une raison. Mais moi, je me suis toujours dit, sur les années aussi, quel est ce vide? Pourquoi j'ai ce vide? Pourquoi j'ai l'impression de ne pas être moi et d'être finalement quelqu'un d'autre? Ou alors de ne pas mériter ma place au sein de cette famille, puisque quelque part, je suis celle qui vient un peu pour réparer, un petit peu pour remplacer, mais finalement, s'il n'y aurait pas eu cet accident, inconsciemment, on se dit, mais on ne serait pas là. Donc, inconsciemment, tout au long de mon adolescence, de tout ça, de ma vie, on va dire, ça s'accumule, le petit problème. Et puis après, voilà, on commence à avoir des problèmes physiques, des problèmes de genoux. Je ne sais pas si ça parle à ceux qui sont arrivés après, on a souvent des problèmes de genoux. Alors oui, j'ai fait de la danse pendant des années, alors on m'a dit, c'est la danse, c'est rien, c'est le cartilage et tout. Et bien en faisant du décodage, non, le genou dit je et nous, problématique avec le je et le nous. Donc j'avais un réel problème entre moi et ma fratrie, inconsciemment. Alors je ne l'ai pas su tout de suite, on en était resté là, c'est que sur l'âge de 7 ans que mon père m'en parle. Mais juste avant, étant petite fille qui aimait les Barbies comme toutes les petites, enfin, presque toutes les petites filles, on habitait au bord de la plage, parce qu'on a quitté, donc aussi, après on a beaucoup voyagé, on a quitté la Lorraine pour aller dans le sud de la France, puis on avait un petit bungalow au bord de la mer, et je jouais beaucoup avec ces poupées, j'en avais toute une collection, et puis j'en ai pris 4. Et puis j'ai creusé un cimetière, je les ai toutes enterrées, en mettant des bois et tout. Non, mais la glauque, hein, la petite fille qu'il faut aller voir un psy. Aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, wow. Heureusement que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, j'ai découvert quand même un truc. Donc des croix, voilà, comme ça. Puis mon père qui arrive, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il me fait, bah rien, je m'amuse. Voilà, sur le coup, on ne sait pas qu'on fait des choses inconscientes et tout. Justement, j'en ai encore parlé il n'y a pas très longtemps à une thérapeute. Elle m'a dit, moi, s'il y a une petite fille qui me dit qu'elle a fait ça, ou sa maman m'en parle, je lui dis, c'est super. Ok. Et moi, quand même, pendant 20 ans, je me suis tracassé la tête. Je me suis dit, mais je suis un peu. Faut que j'aille me faire soigner. Et puis, dit, non. Tu as bien montré que tu existes. Et quand tu as enterré tes 4 frères et sœurs, c'est ta légitimité que tu recherches derrière tout ça. Ok, alors ça veut dire que, étant une enfant gisante, pendant des années, je cherchais ma légitimité. Ben oui. Alors, la prise de conscience fait qu'on va mieux. Hein. Beaucoup mieux. Donc, il y a des symptômes qui disparaissent comme par magie. Hein. Donc, ça, c'est miraculeux. Alors, quand ça ne marche pas et que tout ne marche pas, là, on va voir un thérapeute qui fait le transgénérationnel. Il coupe. D'accord? Mais je n'y viendrai pas là-dessus, comme je vous ai dit. Hein. Et eux, ça sauront vous guider. Voilà. Alors, on était sur les poupées. Du coup, c'est là que mon papa, je crois que c'était j'avais 6 ans, parce que c'est à 7 ans qu'il me raconte l'histoire. Voilà, il laisse passer un temps. Et il constate quand même que j'étais une enfant particulière, assez isolée, assez dans mon monde. Hein. Je crois que là, tous les médiums, sans exception, ne diront pas le contraire, qu'on est tous un petit peu dans notre monde. Voilà, on est un petit peu ailleurs. Et donc, pas plus d'inquiétude que ça. Et puis, vers mes 7 ans, voilà, il commence à me raconter l'histoire. Il me dit, voilà, écoute, tu as eu 4 frères et sœurs. Ils sont partis de telle et telle manière. Et puis, il n'y a que toi aujourd'hui. On t'aime beaucoup et on compte sur toi. Pas qu'on compte sur toi, mais j'ai ressenti... Vous voyez, je le dis, c'est un lapsus révélateur. Bon. En gros, j'avais ce poids, quelque part, que ces 4 frères et sœurs, il fallait que je les ai en mémoire pour eux ou que je les mette en valeur quelque part et qu'ils existent à travers moi. Et puis ça a été tout le long. Ah, qu'est-ce qu'elle ressemble à lui? Ah, qu'est-ce qu'elle ressemble à elle? Et puis un jour, on m'a appelée Sylvia au lieu de m'appeler Sonia. Alors j'avais une des sœurs qui s'appelait Sylvia.
voyez où vous vous trouvez dans cette histoire. C'est ça aussi le problème de l'enfant gisant. C'est qu'il existe toujours à travers ceux qui ont été là. Voilà. Donc, ce n'est pas la faute des parents, ni de l'entourage familial, parce qu'il y a eu aussi l'entourage familial. C'est inconscient. On ne fait pas le deuil comme ça de la perte d'enfant. Et quelque part, l'enfant qui arrive après est toujours plus fort, parce qu'il a cette force en lui de pouvoir tenir. D'accord ? Après, c'est vrai que c'est important d'avoir un entourage. Cet enfant qui naît après, qui est censé être fort pour surmonter ça, s'il n'a pas l'entourage et le soutien, c'est plus compliqué. Là, j'avoue qu'on peut partir dans une sorte d'échec de contrat avec là-haut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce n'est pas toujours facile, voilà, si on n'est pas bien entouré. Donc, pour résumer la suite, pour avancer plutôt, parce que résumer, ce n'est pas la peine, on a fait le tour jusqu'à l'âge de mes 7 ans. Ma médiumnité était comme un enfant, c'est pas des grandes médiumnités, d'accord? On voit de temps en temps une entité, on a des perceptions, on fait des rêves, bon, ça n'allait pas plus que ça, hein, d'accord? Et puis un peu plus tard, en grandissant, donc voilà, j'ai fait des études d'esthéticienne, très terre à terre, je savais que j'avais un truc, ma maman était voyante aussi, j'ai oublié de vous le dire, donc on était déjà reliés avec ça, elle le comprenait. Pour ça, je vous dis, le soutien aussi, ça aide. Et puis, vers l'âge de 28 ans environ, vers les 30 ans, là, plusieurs fois, je me rends compte que je faisais des décorporations. Mais je n'avais pas compris que c'en était. Je pensais que je rêvais. Voilà. Mais au bout de la 3e décorporation, je reprends mon souffle comme ça, je me dis, ouais. Et puis quand je vois à côté mon mari, et puis je vois mon corps allongé, et puis ma tête qui est un peu plus horizontale, me dit, ouais, d'accord, ok, j'ai compris, il est en train de m'échapper. Et bien la 4e fois, je me suis retrouvée devant une porte d'une maison. Et là, je toque à cette porte. Et tout autour, c'est noir. C'est comme si là, on est dans cette maison, et l'extérieur, c'est nuit, sans lune, sans étoiles, le néant. D'accord? C'est pas très gai, je sais bien. Et là, je toque. Un petit garçon qui m'ouvre la porte. Un petit garçon avec des cheveux roux blonds, qui s'appelle Serge. Donc, c'est le dernier avant moi, le plus jeune. Et il fait comme ça, il me dit « Oh, enfin te voilà !» Pardon, pétard. Je commence un petit peu à avoir peur, parce que je me dis « Je ne suis pas à la maison. Je ne suis pas à la maison, là. » Et là, je rentre dans cette pièce qui est une déco des années 70 avec une tapisserie typique, vous imaginez, orange avec des grosses fleurs. Je rentre dans un couloir, j'avais à gauche la cuisine. Enfin, à gauche, dans ma vue, c'était tout droit comme ça. Voilà, je rentre et puis une cuisine style années 70. Et là, je vois une dame avec des cheveux épais mi-longs, avec une blouse style tablier à fleurs. Sachez que ma grand-mère portait toujours des tabliers à fleurs. Je ne l'ai pas connue, bien évidemment, mais j'ai vu les photos. Et ma maman, elle était témoin. Elle est au fond de la cuisine avec 3 enfants. Donc, un garçon et 2 filles. Et le petit garçon Serge, c'est lui qui m'a ouvert la porte. Et là, il me dit, assis-toi. Puis là, j'ai un truc gluant qui me tombe, pouf, comme ça, comme une espèce de ventouse, je sais pas, un truc bizarre, pouf, qui me tombe sur la tête. Et là, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc gluant? Et là, il me dit, oh, t'inquiète pas, tu verras, tu auras l'habitude. Bon, je crois que je suis bien installée définitivement. Là, je crois que je me suis... Hein, et puis, du coup, il me fait installer sur un fauteuil style transat. Je ne peux pas trop vous décrire le style de fauteuil. Petit fauteuil qu'on a quand on se met au soleil, vous savez, voilà, un peu comme ça. Je m'installe. Et puis là, c'est étrange parce que quand vous voyez un défunt comme ça de l'autre côté, ils sont comme vous et moi. Enfin, moi, quand je les ai vus, ils étaient physiques. Ils avaient un physique. Ils étaient denses. Mais il y a cette espèce d'aura lumineuse. C'est comme si là, vous voyez, vous êtes sous le soleil et vous avez cette lumière. Ben, eux, ils ont cette lumière aussi. Voilà. Mais toujours cet endroit, cette cuisine avec le néant tout autour. Et là, je me dis, c'est pas normal. Malgré qu'à 28, 30 ans, je ne connaissais pas trop ce qui était médium, voyant. Je ne faisais pas la différence ni
le purgatoire, je ne savais pas. Mais je savais que je n'étais pas dans un endroit de lumière, en tout cas. Et donc, là, il commence à m'expliquer qu'ils m'attendaient tous, mais j'avais ma grand-mère en retrait avec les 3 autres enfants. Ils ne sont pas venus vers moi, il n'y a que ce petit. Et puis qui m'explique que voilà, maintenant ma place est ici et qu'ils m'attendaient pour partir d'ici. Moi, je dis, mais je ne peux rien faire, moi, je suis venue juste en visite, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais si, tu vas pouvoir nous aider. Et pouf, je m'en vais. Alors, je ne me rappelle plus du reste, hein, par contre. Peut-être qu'il y a eu une suite, mais je ne me rappelle plus. Et là, je me retrouve le lendemain matin, ça devait être entre 6 et 7 heures du matin quand je me suis réveillée, mais alors je peux vous dire que, pour ceux qui ont déjà peut-être vécu ça, c'est pas comme un simple rêve, on se sent très lourd, très épuisé, très fatigué, comme si on a vécu la chose. C'est pas qu'un simple rêve, c'est très éprouvant, on a le cœur serré, enfin on se sent bizarre le lendemain. La première chose que j'ai fait, je suis allée voir papa. Et je lui ai dit, mais dis donc, la maison, elle était comment? Alors lui, j'ai oublié de vous dire, très fermé, très sceptique, qui ne croit plus en Dieu, parce qu'évidemment, c'est la faute du bon Dieu, ce qui est arrivé, c'est normal. Dans sa tête, il se dit, le bon Dieu m'a abandonné, donc c'est humain de penser ça. Beaucoup de gens le pensent, et puis malheureusement, c'est humain. Et donc, très fermé, très sceptique. Et puis, je vais vers lui et je lui dis, écoute, j'ai vu les 4 frères et sœurs et la grand-mère qui demandent de l'aide. Et pour te dire, la maison était comme ça, et la cuisine là, bon, j'ai décrit la maison. Alors, lui, étant sceptique, il me dit, reste un moment silencieux. Alors, surtout qu'il n'a jamais parlé de ça. Hein. Depuis mes 7 ans, il n'en parlait plus, hein, des enfants. Déni total. Fermeture, on n'en parle plus. Pas déni, tabou. J'emploierai plus ce mot-là. Hein, voilà. Donc, parce que ça le travaille trop et voilà, il n'en parle plus. Et donc, j'ai dit, j'étais bien obligée parce que moi, je voulais quand même savoir si je les avais vus ou pas. Enfin, il faut des fois percer certaines choses pour pouvoir avancer. Alors, je dis, écoute, il faut qu'on en parle, ça et ça. Il me dit, la maison était comme ça. Maintenant, je ne sais pas quoi te dire, mais c'était comme ça, à l'intérieur. Bon. Et là, à l'époque, on connaissait un ami médium. Et on s'est empressé d'aller voir. Et cet ami médium nous a dit, oula, alors là, il me dit que ça va être la première et la dernière fois que tu vas aller les voir. Il me dit, parce que la prochaine fois, tu restes. Ils veulent que tu restes avec eux. C'est leur souhait. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent avoir une aide de ta part, donc, et tu n'es pas préparé, tu n'es pas prête. Et puis je dis, mais comment ça, je ne suis pas préparée? Ah, il me dit, ton don, il est là, mais tu n'es pas prête encore pour le mettre en place. C'est dans une dizaine d'années, donc on va ralentir. On peut ralentir, bloquer, on ne peut pas l'enlever, hein, mais on peut ralentir. Donc il me dit, tu fais ta vie, tes études et tout le bazar, et puis tu reviendras me voir dans 10 ans. Et il dit, tu n'auras même pas besoin de revenir me voir dans 10 ans, tu seras prête. Okay. Psychologiquement, enfin, il pensait que je n'étais pas prête à vivre ça. Alors, il me dit, je m'en occupe pour les enfants. Ils vont partir de là, et tu verras que tu auras un signe qui seront dans la lumière. Donc, une semaine plus tard, je refais une décorporation. Je toque à la porte et j'avais un bouquet de fleurs. Je vais aller chercher mon bouquet de fleurs, mais je l'avais dans les mains. Et là, c'est ma grand-mère qui ouvre la porte. Et elle me dit merci. Elle prend le bouquet de fleurs et puis je repars. Et après, en rêve, je les vois les enfants au bord d'une plage, en criant, s'amusant. Donc, je conclus qu'ils étaient partis dans la lumière. Voilà. Déjà, on sait qu'ils sont dans la lumière aujourd'hui. Donc, toute cette petite histoire a fait aussi qu'on commençait à me préparer sur le terrain de la médiumnité, d'accord? Ce n'est pas moi qui les a fait passer de l'autre côté. Bon, j'ai une aide, mais vous voyez, ce qui a été triste dans l'histoire, c'est que mes parents n'ont pas été aidés psychologiquement, mais ces enfants-là ont été bloqués aussi, parce que ça a été une mort violente. Et comme il n'y a eu personne pour leur dire qu'ils sont partis, ils sont restés dans ce lieu. Donc, je dis toujours que quand il y a des accidents difficiles et forts de ce type-là, c'est bien de faire venir quelqu'un ou de les faire partir. Voilà. Et puis, ma maman n'a pas pu assister à l'enterrement non plus, étant à l'hôpital. Donc, je pense que ça aussi, ça crée un problème. Alors après, tout au long de la continuité, l'enfant gisant, ce que dit aussi le docteur Salomon là-dessus,
c'est que ça peut marcher aussi sur des générations, d'accord? C'est-à-dire que moi, on appelle ça l'enfant horizontal, c'est-à-dire celui qui naît tout de suite après ou la fausse couche, ou le décès prématuré, ou même un décès de maladie, enfin bref, tout décès d'enfant avant celui qui arrive, on a le syndrome de l'enfant gisant. Ça dépend du degré aussi après. Hein. Moi, il y en a eu 4 quand même. Hein. Vous imaginez bien, c'était du lourd quand même. Ouais, j'ai pas rigolé tout le temps. Mais ça rend fort, croyez-moi. C'est une expérience que, comment dire, qui, quelque part, on dit toujours, on regrette des fois d'avoir choisi tel et tel parent. Pourquoi on n'a pas choisi des parents plus faciles, plus cool. Mais si on choisit aussi ce destin-là, c'est pour nous rendre plus forts, pour avancer aussi nous dans notre quête d'évolution. Enfin, il y a toujours une réponse à ça. Hein. Il y a aussi l'enfant, comme je disais, voilà, on appelle ça l'enfant horizontal, mais ça peut aussi jouer sur, là on est dans le transgénérationnel, sur plusieurs générations. C'est-à-dire que des fois, il n'y aura pas forcément un impact sur l'enfant d'après, pas tout le temps. Il y a quelques petites doses, hein, mais souvent, pas souvent, mais ça peut arriver que c'est sur de la génération après, sur la environ troisième génération après. Ou, admettons, vous avez eu un aïeul qui a eu quelque chose d'assez violent, hein, qui a perdu un enfant dans des atroces circonstances, et que ça a sauté la troisième génération, et que cet enfant va avoir tous les symptômes du gisant et ne comprend pas. Ça va même jusqu'à de la sclérose en plaques. Hein. Ceux qui ont souvent de la sclérose en plaques, cette maladie-là est liée aussi avec le gisant. Voilà. Il y a des maladies qui ressortent. Comme beaucoup de maladies de style schizophrénie, des choses comme ça. Et on se dit d'où ça vient, mais ça peut être lié aussi à ce type de problématique ancestrale. Là, on n'est plus dans le complexe, dans quelque chose de costaud. Mais voilà, ça marche aussi sur la troisième génération. Donc, si vous avez un aïeul qui a eu un départ, un enfant comme ça, difficile, et que vous, admettons, vous sentez qu'en fait, il y a des choses que même pas les médecins puissent vous aider, posez-vous des bonnes questions, que peut-être aussi c'est de couper certaines choses familiales, des bagages, des valises, hein, qui sont en trop sur nos épaules, et qu'on comprendrait mieux plus tard pourquoi il y a des choses qui vont mal dans notre vie, pourquoi on n'est pas bien. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas aussi. D'accord ? Voilà, bon, ça c'était le petit point à faire pour ceux qui se posent des questions sur des choses qui n'avancent pas. Ça peut être aussi, il faudrait regarder notre généalogie. Alors, concernant après aussi tout ce qui est d'identité personnelle, voilà, c'est qu'on est toujours à la quête de la recherche de soi-même pendant des années. Vu qu'on est cet enfant gisant, on vit à travers les 4 autres ou autres enfants. On se dit où est notre légitimité, où est notre place au sein de la famille, qui je suis vraiment. Ça, c'est encore aujourd'hui, je me pose même encore cette question pour tout vous dire, sachant que maintenant je le sais. Mais parce que justement, la médiumnité m'a fait cette prise de conscience et de conscience de me dire, bah oui, ben, ma place, elle est là. Ma place est là en tant que médium. Ma place est là au sein de cette famille. J'ai un but, voilà. Mais quand on est plus jeune et on ne sait pas, c'est vrai qu'on a ce questionnement qui nous tracasse pendant des années. On ne sait pas où on va, on ne sait pas qui on est. On se trouve différente aussi. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a qui cloche, quoi. On se sent à l'écart aussi. Au niveau scolaire, on se sent en écart avec la famille, enfin voilà. Mais une fois qu'il n'y a pas de fatalité dans tout ce que je vous dis, c'est vrai que c'est un peu tristouné tout ça, mais en même temps, voilà, il n'y a pas de fatalité. C'est justement que, moi, je suis en train de me dire, j'ai jamais été autant là que maintenant, depuis que j'ai eu cette prise de conscience. C'est quand on n'a pas de prise de conscience qu'on se dit où je suis. Mais une fois qu'on a compris d'où vient le problème, qu'on se dit, mais non, mais on n'a jamais eu autant sa place que justement d'être là, que nos parents ont besoin de nous, puis moi aussi j'ai eu besoin de mes parents, donc il y a eu un échange là-dessus. Et on se dit, mais finalement c'est formidable dans cette histoire, c'est que j'ai bien ma place. Donc il faut prendre conscience de ça, c'est important pour pouvoir avancer et pouvoir se dire que finalement on est là dans un but précis et qu'il n'y a pas de hasard, ça c'est évident. On choisit bien nos familles, on choisit notre destin, aussi lourd qu'il peut être. Puis voilà, tout simplement.
Dans l'histoire, voilà, les enfants vont bien. J'ai souvent des contacts avec eux. Maintenant, je suis prête à faire de la médiumnité parce qu'après, la suite, ça a été que donc, en 2012, ma maman est partie. Elle est décédée. Et c'est 1 an après que j'ai eu un coup de pied derrière où elle a pris contact avec moi en me disant « Tu t'es assez reposée au boulot ». Et donc, oui, elle me dit « Là, t'es prête, t'inquiète, je suis là ». Et donc, voilà, ça fait 5 ans maintenant que j'exerce et que je pratique la médiumnité en étant confiante dans le sens de me dire que, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne sais pas, mais je me sens bien en tout cas dans ce que je fais. Et puis si ça peut aider des personnes qui sont perdues, c'est le but de cette mission, c'est pour apporter une petite torche de lumière à toutes ces âmes en peine bloquées quelque part, ou juste des personnes qui veulent donner des messages. On fait un peu le facteur, voilà. Et ça me plaît bien de faire la factrice. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire? Parce qu'on peut passer aux questions-réponses aussi, hein, ça fait partie. Oui, madame, je vous écoute. Oui, ça joue aussi. Oui, ça joue aussi. Peut-être que les degrés et les symptômes sont peut-être différents, hein, parce que vous-même et l'enfant se sent moins en remplacement parce qu'il a été désiré, donc il y a un autre désir derrière ça. Voilà. Donc, mais je dirais que oui, il y a certaines choses, mais un peu moins. Après, c'est vrai que ça, c'est une bonne question de pouvoir répondre certaines. Je ne pourrais pas être certaine sur l'affirmation, mais dans ce que l'on me fait déjà canaliser, on me dit avec beaucoup moins de symptômes que celui vraiment qui part surtout un enfant brutalement. Voilà, c'est encore plus difficile. Voilà, je vous en prie. Oui. Oui. Je voulais en venir au prénom. Faites bien. Il en parle, le docteur Salomon, dans son livre, et même dans beaucoup d'autres livres, style Aïe aïe aïe, mes aïeux, ça aussi vous pouvez lire, il est super intéressant ce livre. Ça parle bien du transgénérationnel, justement, sur ce qu'on se porte comme valise de nos aïeux. Et oui, Gise, l'enfant gisant. Et certainement, il y a dû avoir dans votre généalogie vous êtes certainement l'enfant d'après. Regardez bien, cherchez bien, parce que gisant, ça peut revenir aussi de ce que je disais sur le gisant vertical, c'est-à-dire la 3e génération, 4e génération. Hein, et qu'on a fait. Est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui s'appelait Gisèle déjà? J'ai une cousine qui s'appelle, qui est 2 ans plus âgée que moi. D'accord. Mais sinon. Il y a un lien. Comme Florence, vous voyez par exemple Florence, Flo, c'est un décès en rapport avec l'eau. Bon, on n'est pas dans le gisant, mais on est dans le, comment dire, le prénom a une signification avec ce qui a pu se passer dans les ancêtres. Dans le transgénérationnel, on peut dire qu'on est. Parce que souvent les personnes qui ont un nom avec un début d'eau, c'est qu'il y a eu une noyade dans la génération. Voilà. Donc il y a ça, il y a Sylvie, Sylvie. Hein, ça aussi, c'est, regardez, moi, ma sœur, avant moi, s'appelait Sylvia. Et on m'appelle Sylvie, des fois, ou Sylvia. Hein, ça se répercute sur moi, genre, en espérant que toi, tu vives. Et figurez-vous, mon papa voulait me donner le prénom d'une des sœurs qui est partie. Ma mère m'a dit, enfin, pas moi, elle dit à mon papa, jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors là, eh bien, déjà, il y a des problèmes d'identité, de se dire où est notre légitimité là-dedans au sein de la famille. Donc, si vous portez en plus le nom, le prénom d'un ancêtre, eh bien, ça, c'est une bonne question. Hein. C'est soit vous changez de prénom carrément, soit, là, c'est sûr que vous, là-dedans, hein, vous ne pouvez rien si vous avez ce prénom-là. Mais souvent, ça complique. Pour moi, la réponse que je veux donner, c'est que ça complique un peu encore la problématique sur la légitimité de sa personne. D'accord? Il faut vraiment là-dessus, travailler là-dessus, avoir des conseils de thérapeute là-dessus. Peut-être votre nom sans le changer, lui donner un diminutif qui vous appartient à vous. Déjà, ça vous donne une légitimité en vous disant ça m'appartient, c'est moi, je suis moi. Admettons,
Myriam, Mimi, ou je ne sais pas. Vous voyez, je dis ça comme ça, mais vous vous donnez votre propre petit prénom, petit surnom. Ça apportera une aide. Mais ça ne fait pas tout le prénom, dites-vous bien. Hein, c'est tout un travail global qui se fait après avec un thérapeute. Hein. Ce n'est pas juste le prénom qui va en soi vous bloquer dans votre vie. Hein. Ça débloque au moment où les parents. Alors, on dit que quand on perd ses parents, on devient réellement des adultes. C'est vrai. C'est complètement vrai. Ouais. Et on est peut-être vraiment soi. Malheureusement, je suis obligée de le dire et je suis franche, on est vraiment soi. Aussi proche qu'on a pu être au niveau du lien, de la fusion. Moi, j'étais très fusionnelle avec ma maman. Mais je dois dire que quand elle est partie, je me suis retrouvée vraiment. Je sais que ça vous paraît dur, ce que je vous dis, mais vraiment. Voilà. C'est pas ça, voilà, tout à fait. Ah non, mais surtout qu'on ne s'en remet jamais de la perte d'une mère parce que c'est un socle. Moi, heureusement que la médiumnité me sert à avoir des contacts avec elle pour que je me dise elle va bien, je sais qu'elle va bien. On va dire que ça me réconforte. Mais je vais vous dire une chose, je suis comme vous là-dessus. Ma perte est toujours aussi immense. Je n'ai plus ce contact physique que j'ai avec elle. La médiumnité me sert juste des fois à entendre ou à écrire ou à percevoir, mais je n'ai plus le contact physique que j'avais avec elle. Donc ça me manque terriblement et je ne pourrai jamais le remplacer avec ma médiumnité. Hein. Mais oui, on devient vraiment soi parce que finalement, je pense aussi qu'on veut toujours faire plaisir à ses parents. Et on veut être un petit peu ce qu'eux, ils auraient voulu qu'on soit. Et sachant que moi, j'avais mes 4 frères et sœurs aussi partis avant moi, je cherchais inconsciemment à leur ressembler physiquement, à leur ressembler un petit peu dans le trait de caractère, à être un petit peu eux. Alors vous allez me dire, waouh, la pauvre, elle est schizo, elle a 4 personnalités. Ben, c'est pas faux, peut-être bien que passé un temps, j'ai eu cette angoisse de me dire, mais je cherche en fait à être quelqu'un sauf moi. Pourquoi je ne me trouve pas? Pourquoi je ne le suis pas? Et en fait, pendant des années, j'ai cherché à être quelqu'un d'autre. Et je pense que je cherchais à être ses enfants. Pour faire plaisir, réconforter mes parents peut-être. Voilà. Bon, après, voilà, comme je vous dis, c'est pas une fatalité, ça se soigne, ça, on se fait aider. C'est la prise de conscience qui fait que toute prise de conscience sur toute problématique, pardon, fait que déjà on a fait un gros travail sur soi. Ok. Mais c'est pas évident, c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais bon, quand on enterre ces 4 Barbies, c'est bien. C'est une bonne chose. Ah, c'est pas pour se débarrasser de la famille, hein, c'était pas ça. Mais inconsciemment, j'ai mis de l'ordre. Eh oui, je suis là. Donc, l'enfant gisant, ça dit bien ce que ça dit. C'est un enfant qui ne vit pas sa vie, qui est mort et qui vit à travers la vie des défunts. On est ce gisant-là. Et ça, c'est tout ce que je n'ai pas voulu être, en fait, tout au long de ma vie. J'ai essayé de m'affirmer par ces points-là en disant à la famille, en disant à tout le monde, je ne suis pas les 4. C'est moi, avec mon identité, ma personnalité et mes qualités, mes défauts. Voilà. Surtout ça. Il y a d'autres questions? Oui. Alors, souvent, oui, allez-y. Oui, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, physiquement, il y a souvent des problèmes de genoux, il peut y avoir d'autres problématiques, il peut y avoir des problèmes de peau aussi, hein, parce que l'eczéma, souvent, c'est lié à la perte, au deuil, c'est à la séparation. Donc, bon, ça, c'est plus en lien avec le deuil, mais il peut y en avoir. Moi, j'en ai eu, hein, donc c'est toujours lié. On est quand même lié au deuil. Hein. Moi, comme je vous dis, j'étais un bébé en deuil. Ma maman était en deuil lorsqu'elle m'a eu. Et puis voilà. Mais les caractéristiques physiques, c'est souvent ça. Mais souvent, les problématiques peuvent se jouer aussi au niveau scolaire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la dyscalculatie, toutes ces petites choses où on a un problème avec l'orthographe. Bon, après, il y a d'autres. Ça ne veut pas forcément dire que ces enfants-là qui ont ça sont des gisants. Il y en a d'autres qui ne le sont pas et qui ont des problèmes de tout ça.
Mais on va dire que ça y joue. Il y a aussi l'isolement, le se sentir à part, se sentir renfermé, se sentir un petit peu exclu. Bon, il y a plein de choses comme ça qui peuvent rentrer en compte, hein, qu'on se sent un peu différent aussi. Mais surtout, moi je dis ce qui caractérise quand même vraiment, c'est la recherche de sa propre identité. C'est vraiment ça. Souvent, cet enfant aime être dans le noir. Vous voyez aussi des gamines vers 15-16 ans qui sont gothiques. Vous savez, qui s'habillent en noir, avec des cheveux noirs. J'ai eu ma période gothique aussi. J'ai oublié, tiens, parler de ça. Entre mes 18 et 20 ans, je me suis teint les cheveux en noir corbeau. Ah oui, ça, j'en ai pas parlé, tiens. Ou je suis passée du rouge Mylène Farmer. Et ça, en fait, c'est toujours cette recherche de légitimité, d'identité, de montrer que j'existe. Noir corbeau, vous savez, ces enfants qui sont très colorés ou une mèche rose. Ça, c'est pour s'affirmer, besoin de s'affirmer, se montrer qu'on existe. Voilà, de choquer, limite un peu, hein, aller en choc. On montre qu'on existe, on est là. Donc ça aussi, ça fait partie des caractéristiques. Alors, c'est sûr que le côté gothique, en tant que médium, ça m'allait bien, hein. Mais je ne le referai pas. Enfin bon, voilà. Pour répondre à votre question, quand vous voyez un peu ces enfants-là, c'est peut-être pas tous des gisants, mais souvent, on essaye vraiment de se faire remarquer. Alors, c'est ça qui est très contradictoire, c'est qu'en fait, on est renfermé, on est comme dans notre monde, on est un petit peu à part, mais en même temps, on essaye physiquement de montrer qu'on est là. C'est-à-dire, il y a vraiment un truc avec les cheveux, bon, surtout entre l'adolescence, parce que c'est la période difficile, après ça passe. Mais voilà, les caractéristiques. J'en ai peut-être zappé quelques-unes, après tout dépend, je vous dis du degré de... Oui. Oui, comment on peut apprendre à un enfant de 5 ans, parce que dans mon petit-fils, il est né 3 mois après l'enterrement de son grand frère. Oui. Donc, effectivement, pendant 2 ans, il a été là. Voilà. Et maintenant, je veux dire, comment l'aider à faire son chemin, quoi. Le rassurer, oui, puis, lui parler, beaucoup lui parler. Le seul truc que je peux dire que mes parents, là, où, bon, bah, ils n'ont pas eu le choix, parce qu'eux-mêmes n'en ont pas parlé entre eux et puis ils n'ont pas été aidés, donc ils ne l'ont pas fait avec moi, bien évidemment. Il y a eu très peu de dialogue entre mes parents et moi de cette histoire, et ça a fini par être un gros tabou à la maison, et des parents qui vivaient dans le déni. Donc, ce que vous pouvez faire, et ce qui est quand même très très important, c'est de dialoguer et de le rassurer et de surtout lui expliquer qu'il est là et qu'il existe. Par des mots, des simples mots. Après, il y a l'accompagnement, comme je vous disais. Hein. Si vraiment vous sentez qu'il a des besoins de voir quelqu'un et de se faire aider, c'est très bien. Mais je pense que s'il est bien entouré et puis on lui parle, tout ira bien. Vraiment. Là où ça se complique, je dis bien, avec des pathologies, des choses assez lourdes, c'est que généralement, c'est qu'il y a isolement et il n'y a pas de dialogue. Hein. Et voilà, ça complique les choses. Mais comme je vous dis, il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus de ce genre de choses. Sur le transgénérationnel, tout ça, on en parle, les thérapeutes en parlent. Je trouve que c'est très bien parce qu'on se porte des bagages très lourds, même sans être un enfant gisant. Hein, tout simplement, il y a eu un ancêtre qui était suicidaire, bon ben voilà, il y a des choses à couper avec ça, parce que dans la 3e ou 5e génération, ça a tendance à se reproduire. Vous voyez, on en parle de plus en plus et je trouve ça bien. C'est important pour que nous, on se libère de certaines chaînes qui ne nous appartiennent pas. À partir du moment où tu as dépassé l'âge du premier enfant décédé, est-ce que tu as senti toi une différence dans ta façon d'être, peut-être d'exister davantage, ou est-ce que de par le comportement de tes parents, tu as senti qu'ils te découvraient? Tu vois, le fait d'avoir dépassé l'âge du premier enfant décédé, est-ce qu'il y a eu un changement dans ta perception et dans leur perception? Non, ce qu'ils m'ont toujours dit étant petite,
qu'ils avaient hâte de me voir. Je ne comprenais pas pourquoi ils disaient tout le temps ça, surtout ma maman. Ah, j'ai hâte que tu fais tes 10 ans, j'ai hâte que tu fais tes 15 ans, j'ai hâte que... En fait, ils n'avaient qu'une hâte, c'est de me voir en vie. C'est tout ce qui leur importait. Et que je puisse vivre une vie normale. Et qu'eux puissent... Mais non, il n'y a pas eu vraiment de... Pour moi, personnellement, dans mes symptômes et dans tout ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la recherche et de la quête de soi-même, non, ça a été que quand j'en ai pris conscience. C'est là que vraiment j'ai changé et que ben, j'ai compris pourquoi ça n'allait pas, pourquoi je cherchais tellement à me changer, à devenir gothique, ou enfin ce que je disais tout à l'heure, c'est de se chercher et d'essayer toujours de faire plaisir inconsciemment à côté. Mais c'est là la prise de conscience. Ça va beaucoup mieux depuis, hein. C'est ça qui marche. Mais non, ça n'a pas forcément changé pour mes parents par contre. Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était... Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Ouais, c'est ça. Oui, en fait, pour eux, non, parce que de toute façon, le deuil a toujours été là, et même que j'aurais dépassé l'âge... Ça a été de l'espoir que je dépasse l'âge des enfants, ça, surtout. Disons qu'à ce moment-là, il n'y a plus de comparaison. C'est-à-dire que tant à partir Je comprends. que tu dépasses l'âge, on ne peut plus comparer avec les enfants. Et bien malgré tout, non. Ça a continué quand même pendant des années où on comparait. Les traits physiques, les prénoms, comme on avait tendance à m'appeler Sylvia, par exemple. Non, ça a continué, ça. Comme quoi, je dis un deuil, on s'en remet jamais, et surtout quand c'est brutal comme ça. Donc, voilà. Oui? On parle d'enfants gisants par rapport à une perte dans la fratrie. Maintenant, est-ce que c'est un peu dans le même style lorsque des enfants en très bas âge, mettons 3 ans et 18 mois, perdent une maman de manière très Non, c'est pas pareil. traumatisante dans un accident? Non, c'est pas des enfants gisants. Donc là, il y aura d'autres symptômes. Il y aura plutôt la perte de la... Enfin, une problématique sur l'abandon plus tard, voilà, où il aura toujours peur d'être abandonné, ou même difficile à construire en couple. Je dis ça comme ça, comme je vous dis, je ne suis pas thérapeute, c'est vraiment que des petites choses que j'ai apprises par mes confrères, enfin, confrères médiums, thérapeutes. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que... Non, ça n'a rien à voir, ce ne sont pas des enfants gisants, par contre, ça c'est sûr. Ouais, il y aura d'autres problématiques, par contre. Parce que c'est quand même douloureux pour un enfant de perdre sa maman en bas âge. C'est très douloureux même. Sur l'affect, oui, évidemment. Oui? Je vais poser la question par rapport à votre amie qui est décédée suite à l'incendie. Oui. Et que vous avez retrouvé qui était dans la maison, mais en fait qui était la maison dans un plan subtil. Oui, tout à fait. Avant qu'il soit dégagé vers la lumière. Alors est-ce qu'en fait que leur pensée toute puissante qui a créé cette maison à l'identique? Oui, tout à fait. C'est des choses qui arrivent que quand il y a souvent des morts violentes, donc ils sont bloqués dans des endroits. Alors on peut appeler ça le bardeau, les limbes. Enfin, on peut lui donner un nom que l'on veut, mais qui n'est pas dans la lumière, évidemment. Donc ils sont restés. Moi, je dirais plutôt que c'est pas eux qui l'ont imaginé cette maison, c'est qu'ils sont en parallèle. Ils sont bloqués dans cette maison qui est encore bien là, hein, mais comme on dit toujours, ils sont à côté, dans la pièce à côté. Donc, vous savez, le film Les Autres, vous avez déjà dû le voir. Où, voilà, c'est ce film-là souvent qu'on compare à cette histoire parce qu'en fait, ces enfants ne sont pas conscients d'être décédés et ils continuent à vivre normalement. Je vous dis, ils étaient dans la cuisine, c'est limite, ils ne se faisaient pas à manger. Enfin voilà, c'est une image, hein. C'est très imagé, mais voilà. Et en fait, ils sont vraiment comme dans une pièce à côté, mais c'est une dimension à côté où, oui, il y a la même chose. Voilà. Un peu l'archive akashique. Oui. Oui, c'est ça. Un petit peu, si je puis dire. Il y a d'autres questions? Oui? Ah, il y en a. Je reviendrai à vous. C'est une question que je me pose, c'est comment ont évolué les enfants? Est-ce que vous savez comment ils ont évolué après, s'ils ont grandi, comment ça se passe? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est une très, très belle question parce que, vu que je vous avais dit tout à l'heure que je les ai maintenant régulièrement et qu'ils vont bien, alors ils ont grandi. Quand je les ai, ils ont plus 10 ans ni 8 ans. Le dernier avait 8 ans, je pense, ou 7 ans, voilà.
Et en fait, non, ils ont grandi, ce sont des adultes, ils ont plus de 40 ans aujourd'hui. Et ils me parlent, enfin, en tout cas, ils me parlent entre cet âge-là. Il faut savoir qu'il y a un âge limite, on dit de l'autre côté, où on reste entre 30 et 40 ans, parce qu'on évolue, l'enfant évolue, avec, voilà, on a une identité d'adulte, mais on n'est pas vieux, on reste dans une tranche d'âge quand même jeune. Et ils me parlent, c'est vraiment des adultes, j'ai l'impression, je dis toujours, ça va grand frère et tout. Et puis oui, c'est vraiment, j'ai pas un petit garçon qui me parle. Par contre, si là, aujourd'hui, je les aurais vus dans la maison bloquée, j'aurais eu encore des enfants. Ils n'auraient pas évolué. Vous voyez? Voilà, d'où le problème des êtres qui restent bloqués dans des endroits où il faut les faire partir, mais il y en a qui ne veulent pas aussi, on ne peut pas aller à l'encontre de leur libre arbitre. Et justement, ils n'évoluent pas, ces âmes. Hein, ils restent bloqués du Moyen-Âge à plus loin, hein, donc ils sont habillés encore d'époque. Donc voilà, c'est ça le problème. Mais après, c'est eux qui choisissent aussi. Voilà. Entre l'entité qui demande de l'aide à partir et celui qui ne veut pas et qui squatte. D'où on appelle les maisons hantées. Ah oui, il y avait madame. Ah bon, ah bon. Super. Ça fait, ah ben madame en a eu. Alors attendez, il ramène le micro, le président. Voilà, ça sera mieux. Donc, ma mère avait perdu sa mère et deux de ses sœurs dans un bombardement à Lille. Oui. 3 ans avant de voir, et son père 6 mois plus tard. D'accord. Et elle était bien sûr déprimée. Et je voulais savoir si ça peut avoir, lorsqu'une mère est en deuil comme ça, est-ce que ça peut avoir une influence sur la psyché des enfants? Oui, ce n'est pas un enfant gisant, non. Mais oui, évidemment. Donc pareil, la maman en question qui a le bébé est en deuil. On est bien d'accord, bien sûr. Parce que j'ai souvent, bien sûr. Souvent ressenti une espèce de tristesse et je me disais, exactement. Et ça ne vous appartient pas. Pardon, ça ne vous appartient pas. Ça, c'est les mémoires de votre maman. Il faut savoir que c'est ça la transgénérationnelle. Enfin, tout ce qui est transgénérationnel, c'est ça, c'est que c'est inscrit dans notre ADN aussi. Hein. Donc, l'enfant qui baigne dans le ventre de sa maman, on va prendre aussi toutes ses émotions. Donc, oui. Et ma soeur, qui est un petit peu plus âgée que moi, donc elle est venue un an après le drame, elle me dit toujours, mais j'ai le sentiment de tristesse. Exactement. Donc, ça va être ces symptômes-là. Oui, vous portez la tristesse de ce qui s'est passé de votre maman. Mais c'est sûr, c'est pour ça qu'on dit toujours, quand une maman porte le bébé, qu'on lui met de la musique, qu'on lui parle, mais toutes ces choses-là, c'est vraiment vrai. Parce que l'enfant va baigner dans une énergie qui est importante. Déjà, il est là, cet enfant, d'accord? Et c'est très important. Moi, je comprends pourquoi j'ai souvent été exact. Et que ce n'est pas vous, ça ne vient pas de vous, vous allez bien, puisque vous dites que vous êtes heureuse, alors pourquoi ce sentiment de tristesse? Il ne vous appartient pas. Mais vous pouvez le couper. Alors là, il faut voir justement un thérapeute qui fait tout ce qui est transgénérationnel. Alors, il y a des personnes qui utilisent cette méthode, les bonhommes allumettes aussi, je ne sais pas si vous connaissez, apparemment ça marche. Donc, voilà. Mais sinon, voilà, on peut couper tout ça. La kinésiologie aussi, ça marche bien pour tout ce qui est émotionnel. Moi, je trouve. Hein. Moi, ça a marché sur moi, la kinésiologie, pour certaines images ou certaines émotions qui sont restées. Voilà. Je vous en prie. Ah. Je vais gorger. Juste une petite question par rapport aux enfants vivants, donc perte d'un douceur, d'un avortement, oui. Est-ce que tous les enfants vivants, on peut appeler tous les enfants qui viennent derrière des cas comme ça, des enfants gisants, et est-ce qu'ils ont tous des symptômes, des conséquences, ou est-ce que très bien vivre leur vie? Alors, je ne vais pas répondre à la place du thérapeute, mais moi, je ne peux que parler de mon vécu, d'accord? Et de faire une généralité, je ne pourrais pas vous dire. Mais il me semblerait que, d'après des rencontres aussi comme moi, hein, qui ont été l'enfant d'après aussi, ont aussi des symptômes. On se retrouve. Peut-être après, je dirais qu'on a des symptômes à plusieurs degrés différents. Mais aujourd'hui, je ne serais pas capable de vous dire si tout le monde a vraiment ces symptômes-là. Après, ou si tout le monde est en gisant. Mais là, il faudrait que ce soit vraiment le médecin ou le thérapeute qui en parle.
Excuse-moi, mais ça veut dire que si ça peut sauter une génération, Oui, exactement. ça veut dire que tout le monde est en disant, parce qu'à un moment donné, surtout avant, Ah, c'est une bonne question. tout le monde a perdu un enfant de sa famille. Ouais. Alors attention, pas tout le monde. Et puis le gisant, ça c'est qu'en lien avec l'enfant, d'accord? C'est-à-dire le parent ou l'ancêtre qui perd un enfant. Bon. Après, ce qu'il a voulu aussi dire, le docteur Salomon là-dessus, c'est qu'il parlait aussi de tout ce qui est transgénérationnel, de tout ce qu'on porte aussi, de nos aïeuls, d'accord? Donc il n'y a pas que l'enfant gisant qu'on peut porter aussi sur nous. Donc de toute façon, je vais vous dire, toutes les personnes ici, moi comme vous, on porte des bagages. Ça, c'est sûr. Mais après, différentes, on n'a pas forcément les mêmes bagages. Mais évidemment, on a tous dans nos cellules de l'ADN, tous des ancêtres, des aïeux. Donc, on aura tous et toutes des bagages. Donc, c'est cette prise de conscience qui fera qu'on pourra s'en débarrasser vraiment. Mais après, tous des enfants gisants, non, je ne pense pas que dans toutes les familles, il y a eu mort tragique d'enfants ou fausse couche. Pas forcément, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y en a eu beaucoup quand on regarde sur les... Oui. Mais attention, bon, c'est pas aussi... faut parler aussi des morts violentes, des séparations difficiles avec l'enfant. L'enfant gisant derrière est beaucoup plus touché aussi que, comme je disais tout à l'heure à madame, qu'une fausse couche ou un avortement. C'est pas non plus le même impact sur l'enfant d'après. Parce qu'il a vraiment le sentiment quand même d'avoir ce devoir de remplacer les 4 autres et de ne pas avoir été vraiment désiré. D'accord? Que souvent, quand c'est un avortement, une fausse couche, bon, il y a un désir qui se fait. Hein, donc, il y a déjà ça qui améliore les choses pour l'enfant d'après. Voilà. Mais de toute façon, des bagages, on en a tous. Hein, ça, ce serait pas vrai de vous dire non, tout va bien. Mais déjà, c'est bien de savoir que parfois, les émotions qu'on a, on se dit, comme disait madame tout à l'heure, je ne comprends pas, tout va bien dans ma vie et pourquoi ça cloche? Pourquoi il y a ça qui ne va pas? Donc, on sait très bien que ça ne nous appartient pas maintenant. Voilà. Par des choses qui ne sont pas à nous. Donc, si on a envie de voyager, voyageons léger. Hein. C'est un peu lourd, des fois, de trimballer toutes les valises de nos ancêtres. Et surtout, des fois, s'il y a plus lourd que d'autres. Et puis, je pense que si on remonte un petit peu en arrière, avec tout ce qui s'est passé, on va en avoir des choses. Hein. Donc, le lien déjà avec le feu dans ma famille, il y a dû avoir déjà de quelque chose de transgénérationnel avec ça. Si on veut éplucher et cortiquer un petit peu, peut-être avec l'époque de l'Inquisition, on était peut-être des sorcières. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah bah, écoutez, ce qu'on fait aujourd'hui, on l'aurait fait au Moyen-Âge, ça aurait été compliqué. Hein. Non, mais voilà, si on cherche un peu, on décortique, c'est vrai qu'il y a du lourd, mais bon, après, il ne faut pas en avoir peur. Hein. C'est une prise de conscience, c'est tout. Puis après, on s'en débarrasse de choses qui ne sont pas à nous. Hein. Voilà. Alors, parfois, ils nous font des beaux cadeaux, il n'y a pas que le côté négatif. C'est bien parce que j'ai ma guidance qui est en train de me reprendre, qui me dit que tu es en train de leur faire peur avec tout ça. Dis-leur quand même que aussi, les ancêtres donnent aussi de belles choses. Donc, ils nous donnent aussi de belles choses hein, au niveau des dons, des capacités, plein de choses. Donc, il n'y a pas que du noir et du négatif. Hein. Donc, ne vous débarrassez pas de tout hein, quand vous allez voir quelqu'un. Voilà, gardez-en un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Est-ce que l'enfant peut aider celui qui est là, qui a pris sa place? Alors, s'il n'est pas bloqué comme le mien, moi j'étais vraiment seule hein, pendant un moment donné. Je n'avais pas ma fratrie qui pouvait m'aider. Mais oui, pour répondre à votre question, ils peuvent. Oui. Quand ils sont dans la lumière et quand ils sont bien, bien sûr. Bien sûr. Souvent, justement, j'ai des personnes qui viennent me voir et puis ils ne le savent pas. Et puis je leur dis, écoutez, il y a un petit garçon à côté de vous. Et puis bon, c'était d'une fausse couche. Et cette dame a eu un autre enfant après. Et puis cet enfant a environ 15 ans aujourd'hui. Et puis je dis, mais ce garçon à côté aide votre fils aujourd'hui. Et elle me dit, ça ne m'étonne pas, il l'a déjà ressenti. Donc voilà, c'est un peu un guide de famille, si je puis dire. Voilà, oui, tout à fait. On a souvent ça aussi avec un jumeau. Il faut savoir aussi que quand on perd un jumeau à 9, hein, on a souvent, voilà, notre jumeau qui peut pas
venir pour une raison ou pour une autre, qui n'était pas prêt, celui-là, et qui préfère accompagner à côté. Et ça aussi, ça marche. On a souvent le jumeau à côté de soi qui aide. Mais par contre aussi, il y a des fois le jumeau qui a besoin de légitimité et qui n'accepte pas, qui n'est pas venu. Ça, c'est rare, mais ça arrive. Donc là, il faut l'aider à lui parler. Même des fois, je leur dis, donnez-lui un prénom. Comme ça, vous verrez qu'il va se sentir exister. Donc ça aussi, ça arrive. Le besoin de légitimité de l'autre côté. Vous voyez? On ne peut pas dire un gisant. Un enfant gisant, c'est vraiment qu'un parent qui a perdu un enfant et c'est l'enfant d'après. Voilà. Là, c'est plus... non, je ne saurais pas dire le mot, mais ce n'est pas un gisant. Mais par contre, souvent, il y a des entités qui ont besoin d'avoir une identité, qui ne se sentaient pas acceptées, ou des fois, c'est bien de leur parler. Voilà. Qui se rebellent un petit peu. Ah oui, ça recoupe un petit peu dans ce sujet. J'aimerais juste savoir si, au contraire, il y a de ces enfants qui pourraient essayer d'attirer le nouvel enfant plutôt vers le bas et l'empêcher d'évoluer. Ça arrive. Malheureusement, je suis obligée de vous dire que ça arrive. Parce qu'il y a eu un problème avec cet enfant. Un problème, disons que il y a une non-acceptation soit de l'un, soit de l'autre. Ou comme je disais tout à l'heure, un besoin d'identité qui est important pour l'entité aussi, qui a besoin d'avoir un prénom, qui a besoin qu'on lui parle, et qu'il a besoin d'exister, il n'a pas envie de partir, il a envie de rester là, mais à côté, mais pas être oublié. Voilà, c'est important. Il y en a. C'est arrivé en consultation, j'en ai eu des comme ça. Mais bon, ça peut arriver. Est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à pousser l'autre pour suicide? Pour le rejoindre, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais là on est des cas rares, hein, quand même, dans des cas très rares. Là, je ne pourrais pas répondre vraiment à votre question parce que c'est du domaine plus de psychologie. Mais moi, j'ai déjà eu des entités où... Moi, je vous parle seulement par mon expérience. Et je me permettrai de vous dire aujourd'hui que j'ai déjà eu un cas similaire d'un jumeau qui a fait vivre un enfer à son frère parce qu'il avait besoin d'être tout simplement reconnu. Et une fois qu'on a fait cette reconnaissance, on lui a donné un prénom, on l'a fait passer dans la lumière, on a fait ce qu'il fallait faire, et bien tout se passe bien pour le frère. Voilà. Et pousser jusqu'au suicide, je dis pourquoi pas, parce que j'ai déjà eu ce cas avec ce frère qui était quand même assez violent, je dirais pourquoi pas. Rien n'est impossible de l'autre côté, je dirais. Mais il y a toujours des solutions normalement. Donc dites-vous bien que... Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler du cas, par exemple, d'une famille où il y aurait eu des décès, mais avec les parents? Et il resterait des enfants, donc il y aurait des descendances. Donc pas d'enfants de remplacement, mais quand même... Alors, redites-moi, que je comprends tout. Alors, une famille... Oui, qui partent tous en même temps. Voilà, certains enfants et les parents. D'accord, et que d'autres restent vivants. Et que sur leur descendance, après, il pourrait se reproduire quelque chose. Ah, là, ce que je disais tout à l'heure, il peut y avoir après un effet de transgénérationnel qui fait que s'il y a eu quelque chose de lourd et de grave et qui n'a pas été réparé, oui, ça peut se répercuter sur d'autres générations, effectivement. Mais après, un impact psychologique, vous voulez plus savoir sur... Je ne sais pas, disons que quelque part, il y a des enfants gisants, mais plus des parents pour Non, ce n'est pas des enfants gisants parce qu'ils ne sont pas nés après, hein, confondez pas. Ils étaient déjà existants, ces enfants-là, donc ils n'ont pas cette recherche de légitimité et de place au sein de la famille. Ça sera plutôt, ça sera plutôt des enfants en deuil, hein. D'accord? Non, rien à voir, confondez pas. C'est important, c'est de savoir que l'enfant gisant, c'est l'enfant qui naît après celui qui est parti. Voilà. Mais si, admettons, moi j'aurais connu mes frères et sœurs, je serais née quand même après, ils auraient été vivants, ils seraient partis dans l'incendie, je les aurais connus, je n'aurais été pas une enfant gisante. Voilà. Oui. Oui, même pas enfant de remplacement, parce que j'aurais été là. Ah oui, le gisant, c'est un remplaçant.
C'est un subtil enfant de remplacement. Voilà. Exactement. Quoi qu'il en soit, c'est ça le terme et il n'y a pas d'autre... ouais. Par contre, c'est sûr que c'est bien de les faire aider si ça existe ce genre de situation dans votre famille. Oui, il y a un soutien qui est nécessaire là aussi. Parce qu'il y aura le syndrome de l'abandon après, là, aussi. Ça, c'est encore autre chose. Je vous dis, je ne vais pas aller dans un domaine qui n'est pas le mien. Merci. En fait, je vous demandais simplement pour une consultation, parce que je suis un enfant de 8 ans, puisque j'avais une sœur, donc qui était vivante, et une deuxième sœur qui est décédée à un mois à peu près. Et Oui. moi, je suis née 10 mois après. Oui, vous en êtes une. Est-ce que je suis enfant de 8 ans? Tout à fait. Est-ce que vous vous reconnaissez déjà dans les problématiques? Il y a tellement de choses. Voilà. C'est ça. Oui. On se reconnaît, hein, entre gisants, bienvenue. Donc, non, mais on se reconnaît, mais après, quand vous verrez, vous avez cette prise de conscience de tout ça, il y a plein de choses qui vont s'effacer, il y a une raison à ces choses-là, et vous allez vous dire, bon, ça ne m'appartient pas, et puis on fait un travail sur soi. Ça peut durer des fois, comme ça peut durer une semaine, 2 jours, ou ça peut durer des années. Il y en a eu 3, Voilà. mais eux ne sont pas des enfants de 8 ans. Alors, 3, non. C'est beau. Vous avez eu la médaille. Je vous en prie. Alors, dans le cas où il y a des jumeaux, oui, mais il n'y a qu'un seul qui est, et l'autre et puis 11 mois après, il y a un autre enfant qui est. Est-ce que cet enfant qui naît après un des deux jumeaux est un enfant gisant, et éventuellement, est-ce que c'est le petit terme qui revient? Alors, pour répondre à la première question, pour moi, l'enfant gisant, c'est le jumeau. Ce n'est pas celui qui naît après le jumeau, parce qu'on est déjà dans le 3e enfant. Et oui. L'enfant gisant, c'est toujours celui qui est après ou en même temps. Voilà. Donc, c'est celui qui est tout de suite né après. Hein? Donc, ou ensemble, il y en a un qui part. Donc, au niveau des jumeaux, le gisant, ça sera le jumeau. Voilà. Celui qui arrive après, c'est déjà le 3e enfant. Je peux me tromper dans ce que je dis, hein, mais il me semble bien que ça fonctionne comme ça. Pour moi, le gisant, c'est celui-ci. Après, pour l'âme qui doit revenir, oui, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il n'était pas prêt à s'incarner tout de suite et il peut revenir. Mais ce n'est pas systématique. Dites-vous bien. Mais oui, ça le peut. Voilà. Par rapport dans les jumeaux, oui. Tout dépend si celui qui part était le premier jumeau. Oh non, ça ne veut rien dire. Non. Non, parce que les jumeaux déjà sont tellement liés, quoi qu'il en soit, que ça sera toujours le gisant de l'autre, hein, quoi qu'il en soit, parce qu'ils sont vraiment très liés déjà, les jumeaux. Mais voilà, c'est souvent quand même le jumeau qui va prendre plus que l'autre enfant qui va naître après, hein, vraiment, hein, au niveau émotionnel. Oui. Et puis ils sont déjà très très reliés, quoi qu'il en soit. Donc, ouais, il y a déjà ça aussi. En plus, en parlant des jumeaux, si on va dans les jumeaux, sans parler de gisants et tout ça, s'il y en a un des deux qui part, on sait très bien qu'il y a une partie de l'autre qui est partie avec déjà. Donc là, ouais. Mais après, c'est vrai que vraiment l'enfant gisant par lui-même, c'est vraiment l'enfant qui naît après le deuil, quoi qu'il en soit d'un autre enfant. Mais c'est valable pour ce qu'on avait dit tout à l'heure. Mais même si les parents ont parlé de deuil, effectivement, quand l'enfant est né, on a vu qu'il y avait un qui n'a pas abouti. Et donc, du coup, on n'a pas forcément ce deuil. Non. Exactement. C'est beaucoup, l'impact est déjà émotionnellement moins lourd pour l'autre enfant à côté, bien évidemment. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, il y a des enfants gisants, tout dépend du degré aussi de l'impact qu'il y a eu avant. Plus ça a été violent, plus les parents sont meurtris par le départ, de la manière dont ça a été fait, accident ou des choses comme ça, ou même d'un enfant qui est déjà là.
de maladies, de choses comme ça, c'est très, très marquant. Là, c'est vrai que pour l'enfant qui arrive derrière, c'est toujours un petit peu plus marquant que pour un œuf, par exemple, aussi bien pour le suivant que pour les parents, bien évidemment. Mais ça fonctionne quand même, apparemment, au niveau des problématiques. Mais moindres, je suppose. Voilà. Il y a d'autres questions? C'est clair, alors. Bon, eh bien merci.